les personnes qui n'ont pas conscience de ça, créent une énorme violence aux autres. C'est-à-dire qu'en proposant de l'éducation à la joie, à la paix, à tout ce qu'on veut, ils ne se rendent pas compte que dans la manière dont ils s'y prennent, certains, ils peuvent amener de la violence à autrui, induisant, vous êtes des sous-développés, vous êtes des archaïques. Enfin, je fais exprès d'avoir des mots excessifs, mais alors évidemment, ça ne donne pas envie de faire le chemin. Donc c'est un élément de plus, c'est comment arriver à tisser un lien, et je pense que tu as vraiment cette connaissance-là, de cette interculturalité. La base, c'est créer la passerelle entre deux personnes, entre deux cultures différentes. Il faut faire un travail de fond. C'est ça, et pour créer du désir de part et d'autre à se rencontrer, et après chacun va cheminer plus facilement. Mais c'est vrai que si on dit, regardez, on vous déplie le truc qui marche, et ça veut dire quoi? Alors que moi je suis nulle. Enfin voilà, c'est avoir conscience de ça. Je ne voudrais pas critiquer l'expérience. Hein. Je pense qu'il y a eu d'autres raisons pour lesquelles c'est on s'est permis d'élaborer sans savoir ce qu'il était. Mais c'est important aussi de préciser ça, parce que moi j'ai le plus grand respect de l'expérimentation qu'elle a mis en place, qui en plus elle est validée scientifiquement, parce qu'elle a eu l'intelligence de travailler avec des scientifiques, des neuroscientifiques, qui ont démontré tous les acquis et tous les progrès extrêmement rapides de ces enfants-là. Mais ce que tu viens de dire, c'est ça. Et je pense que c'est important, tu vois, parce que à chaque fois que des gens s'embrasent entre, tu vois, un idéal de société et puis presque une attitude militante, on veut faire ça, cet enthousiasme peut être vécu par d'autres comme étant une posture un peu haute, tu vois, finalement de sachant, et induisant que l'autre n'est pas de la même qualité. Oui, mais c'est un équilibre à tenir toujours en tête, et c'est pas facile, parce que de l'autre côté, il y a ce désir de changer qui est fort et qui nous pousse. Moi, je me mets là en premier rang. Ce que mon directeur de recherche qui s'appelle René Barbier, il fait une différence entre l'innovation et la novation. Alors lui, il dit l'innovation, c'est une petite touche de changement que tu apportes. Je te la fais très brève, hein, mais en gros, c'est que tu apportes à l'intérieur d'un système, mais qui ne déstabilise pas le système. Alors que la novation, c'est la rupture, c'est vraiment c'est une action, un changement même épistémologique. C'est que vraiment, ça amène dans un autre territoire inconnu et qui casse avec le système. Donc, du coup, ça provoque des réactions de peur. Mais il faut oser quand même. Moi, je trouve que là, on est dans l'équilibre, c'est ça. Et oui, mais c'est là... Alors là, j'extrapole de l'éducation, dans le changement de société dans lequel on est, cette transition dans laquelle on est là-dedans. C'est-à-dire que tous ceux qui ont peur se radicalisent, et on a du coup un clivage beaucoup plus fort qu'il n'y a pas très longtemps. On a quelque chose de beaucoup plus repli, conservateur d'un côté, avec du coup des violences, des gens qui vont encourager les peurs pour... Voilà. De l'autre côté, certains passionnés, enthousiastes, convaincus, peu importe, mais qui poussent dans l'autre sens. Du coup, ça crée une tension. Et la difficulté, c'est de créer la passerelle. C'est-à-dire que si on ne crée pas la passerelle avec ce corps au milieu qui est plutôt dans l'inertie, c'est toute une partie qui est toujours dans la courbe de Gauss, là, qui est relativement en inertie, et qui peuvent faire pencher, ne serait-ce que parce qu'ils n'agissent pas ou qu'ils laissent faire, qui peuvent laisser d'un côté ou de l'autre. Et donc toute la difficulté pour certains qui ont décidé d'avoir cette posture-là, c'est d'avoir une posture de passeur. C'est-à-dire d'essayer d'amener certains vers un changement qui est de toute façon inéluctable, mais de le faire avec suffisamment de pédagogie, précisément, et de douceur et de capacité de s'adapter au rythme de l'autre, donc de ralentir le rythme pour aller les chercher. C'est-à-dire que c'est paradoxal. Plus on a besoin d'aller vite, plus on a besoin d'agir en douceur et en lenteur avec ceux qui ne sont pas prêts pour les amener. Et après, ça réaccélère le processus. Mais si on arrive, je sais, je veux, il faut aller vite, avançons, crac, on bloque tout et on renforce encore plus l'inertie. Mais c'est la culture du dialogue et du partage. Et donc, et à chaque fois, on le répète, par exemple, et je le disais au début de cet entretien, on n'est pas contre, par exemple, l'éducation nationale. On n'est pas contre, on est là pour valoriser ce qui est déjà en train de se faire et qui de toutes les façons se fait. Et on est là pour dire, voilà, ça existe, nous pouvons travailler ensemble et on peut créer des passerelles, on peut dialoguer, on peut s'échanger des pratiques
Sur le terrain de la pédagogie, il y a des choses merveilleuses qui se font, même à l'intérieur de l'éducation nationale. Surtout, et que ce n'est pas connu. Et donc, ça mérite qu'il y ait des échanges, des connaissances, des pratiques, des dialogues qui sont faits, par exemple, entre le secteur privé, les écoles privées sous contrat et les écoles publiques. Et ça, voilà, il faut le répéter à chaque fois, on n'est pas contre, on n'est pas contre, on n'est pas contre, on est avec. Oui, mais Parce que précisément, comme tu le disais, une éducation à la paix, c'est une éducation du « et ». Donc pour sortir de la polarisation, de l'opposition, on est dans le « et ». Et ça, c'est quelque chose qui est une rééducation à donner, ou une éducation selon comment on a été forgé, c'est de dire, voilà, au lieu d'être dans des choses opposées, tissons une tierce voie. Y compris avec les parents. Hein, c'est clair. Y compris avec les parents. Parce qu'il y a quelque chose d'assez archaïque dans une jouissance à être dans l'opposition. C'est quand même beaucoup plus facile, c'est un raccourci cognitif facile, je suis contre je ne sais pas quoi, et une espèce de jouissance à ça. Très, très européen et très français aussi. C'est ça, mais précisément pour aller... Moi, j'ai pas mal regardé ça, pour faire sortir les gens de cette jouissance à s'opposer à quelque chose, etc., pour avoir du plaisir avec, tu vois, donc jouissance sur... quelqu'un, on est dans le pouvoir sûr, à avoir du plaisir avec. Et c'est toute une éducation à refaire, c'est le cas de le dire. Et après, quand les gens se disent « Ah, mais c'est chic de faire avec, et il y a de la joie, et c'est enthousiasmant. » Par exemple, la façon de jouer, les jeux coopératifs, tu connais aussi, parce que tu fais de l'éducation à la paix, les jeux coopératifs, mais c'est extraordinaire. On n'en fait pas assez à l'école. On ne sait pas faire. Donc, moi, je me suis retrouvée à donner un cours. J'ai été invitée dans une ESP. L'ESP, c'est ce qui a remplacé les UFM, les instituts de formation de maîtres. Donc, j'avais dans ce cours, qui était c'était juste une matinée, sur les pédagogies alternatives. Et j'avais 3 élèves qui sont déjà enseignants d'éducation physique et sportive, ça s'appelle comme ça, les EPS. EPS. Et donc, on a parlé de jeux coopératifs et ils ne connaissaient pas. Oui, surtout que dans le sport, on est quand même plus dans la compétition. Et je disais, mais les jeux coopératifs, ça va aussi mettre en jeu le corps, le physique. Il y a... Le corps, il est là, donc il faut seulement changer un peu de regard. Donc, ensemble, on a parlé de ça, de la coopération qui est possible, même dans une discipline de ce type-là. Et ça serait le moment de l'introduire petit à petit aussi à l'école. Et quand tu parlais de travaux ou de recherches qui sont faits sur des expériences, c'est tout à fait fondamental pour aider les gens à changer de paradigme et à changer de point de vue sur quelque chose. Parce que par exemple, c'est un classique de dire le conflit c'est la vie, grâce au conflit il y a de la créativité, etc., induisant que dans la coopération on va s'ennuyer, que la paix c'est la mort, enfin tout ça Alors que, quand on fait l'expérience de la coopération, il y a une super créativité, c'est exponentiel, c'est joyeux et c'est vivant. C'est jouissif. Voilà, donc c'est quand même un changement de représentation. Et pour ça, pour y parvenir, il faut faire expérimenter aux gens et pour qu'ils se disent « Ah oui, finalement, c'est chouette aussi. » Mais il y a d'autres cultures qui savent très bien faire. Hein. Tout à fait. Notamment les peuples premiers. Pas tous, mais certains. Les peuples premiers. Et c'est dommage parce que dans beaucoup, par exemple, moi j'ai fait un livre qui s'appelle « Ces écoles qui rendent nos enfants heureux ». Et je suis allée chercher des exemples d'écoles où effectivement on travaille selon la coopération, le partage, beaucoup d'interdisciplinarité, de transdisciplinarité. Et je me suis rendu compte, lorsque j'ai commencé à chercher en Afrique, par exemple, où on a quand même une culture commune. On avait une culture commune. J'ai rien trouvé. C'est-à-dire qu'on peut avoir, il y a des pays où on a des écoles Montessori privées ou quelques écoles Steiner dans quelques pays africains, mais ce sont absolument qui s'adressent uniquement à des élites africaines. Et dans l'école publique en général, on ne fait que répéter un modèle occidental. Et la même chose en Inde, par exemple. Alors que ces cultures ont aussi une notion du bien commun et de qu'est-ce qui est aussi
le bien-être qui est généré par le fait d'être ensemble. Le premier, mais aussi par exemple en Afrique. Voilà. Un peu premier en Amérique latine, mais aussi en Afrique. Et on a perdu ça. Et par exemple, toute la valeur des sociétés, de l'initiation, des pédagogies initiatiques, ça aussi on a perdu. Et là, ce que tu touches, c'est autant tout à l'heure on a parlé de population hors sol, dans le sens de ne pas ancrer physiquement dans la nature, mais on est aussi hors sol symboliquement. Oui. C'est-à-dire qu'on est doublement hors sol en termes de société aujourd'hui. On est complètement coupé des symboles, des rituels qui marquaient la vie dans toutes les sociétés humaines, dans toutes les traditions. Oui. Et on est coupé, en tant que majoritairement citadin, des cycles de vie. Donc on est un peu planant. Et en plus, on est pris par le rythme de la technologie et on essaie d'adapter l'humain. Enfin, l'humain s'adapte au rythme des emails qu'il reçoit, etc. Donc, c'est pas étonnant que... De nouveaux iPhones qui sortent. Ouais, en termes de consommation, mais je veux dire, c'est... Ouais. Donc, voilà, ça veut dire que... Mais je trouve que ce qui était, entre autres, très intéressant dans ce que tu as dit, c'est ce micro-trottoir auprès des enfants qui disent, nous, ce qu'on veut, c'est ça. Ah oui, mais c'est très simple. Nous, on veut un lien avec la nature. Et je pense que c'est très important de se dire, tiens, au fait, et si on leur posait la question à eux de ce qu'ils veulent? Mais à l'école, c'est ça. On fait des colloques avec les parents, les enseignants et tout ça. Il n'y a mais pas les jeunes, les premiers concernés. Non, ils ne sont pas là. Donc, bref. Ça, moi je suis scandalisée de ça. Et c'est pareil dans tous les domaines. Tu parles, je caricature, tu parles des jeunes des banlieues, ne sont jamais présents pour pouvoir dire ce qu'ils ont à dire, parler de qui ils sont, etc. Enfin, bon, ça m'a toujours... Il y a quand même aujourd'hui des tentatives en cours. Ça progresse. Le livre, c'était il y a presque 15 ans. Mais moi, ça m'avait choqué de pouvoir se permettre de parler des gens sans qu'ils soient là. Qu'ils soient jeunes ou peu importe quoi. Si on avait un mot de la fin, qu'est-ce que tu aurais envie de dire par rapport à cette discussion autour de... ça serait quoi l'avenir de l'humanité, autour de ce qui t'anime, autour de tes passions de l'éducation? Tu aurais envie de dire quoi? Moi, j'aurais envie de dire ce que je dis souvent par rapport à ces changements dans le domaine qui est le mien, c'est l'éducation, d'être de plus en plus créatif, d'oser. Voilà, j'avais envie de dire oser, osons ensemble, animé par ce que tu as évoqué tout à l'heure, toujours avec un respect aussi de ce qui s'est fait, mais respect de l'humain profond. Mais osons et soyons là pour inventer quelque chose de nouveau. Le monde nouveau, il est là et c'est à nous vraiment de l'accueillir, mais sans beaucoup d'efforts en réalité, parce qu'il ne faut plus souffrir. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui fait partie de ce que, quand je donne de formation éduquée à la joie, je dis oui, l'effort, il est important, effectivement. Mais on s'aperçoit aussi qu'on peut apprendre. Et on ne s'aperçoit pas qu'on est dans l'effort, parce qu'on est tellement dans cette joie d'apprendre qu'on ne se rend pas compte. Il n'y a pas besoin de souffrir, il n'y a plus besoin de souffrir. Je vais me permettre une facétie conclusive. Donc on peut se faire un changement de paradigme en remettant en question l'Ancien Testament. On a le droit de se refaire une Genèse puisque on serait venu sur Terre sans avoir plus besoin de culpabilité, donc d'avoir croqué la pomme, de ne plus avoir besoin de souffrir pour enfanter et de souffrir en travaillant. Voilà un beau projet. Donc on va se refaire une Genèse et ça va aller beaucoup mieux. Je te remercie beaucoup. Et puis au moins on a fini en riant.